Salut et bienvenue sur Anakaland. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo Game of Thrones. Ça faisait longtemps, trop longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo sur cette série grandiose. Donc aujourd'hui, petit récap de mes 8 moments les plus épiques, légendaires, tant sur le plan cinématographique que pour son écriture dans la série adaptée des livres de George R.R. Martin. Cette vidéo ne sera pas un classement mais simplement un best-of des 8 plus grands moments du show. Ces moments qui même après des dizaines de visionnages me donnent encore les poils. Et pensez à me donner votre sélection en commentaire. Je sais déjà que certains vont m'en parler mais je ne traiterai pas des noces pourpres dans cette vidéo. Bien que ce moment soit choquant et surtout un pivot dans la série. Car dans les faits, il n'apporte pas grand chose au récit global de Game of Thrones. Certes, on découvre ou redécouvre que Lord Frey et Lord Bolton sont des traîtres de la pire espèce. Mais sinon, rien de vraiment plus. Et dans cette vidéo, rien non plus venant d'House of the Dragon, même si en substance, il y a presque déjà matière à faire une vidéo là aussi. Alors sans plus tarder, pensez à vous abonner et c'est parti pour 8 moments légendairement légendaires dans Game of Thrones. Je vais commencer par une séquence dans laquelle il ne se passe pas grand chose. Et pourtant, ce passage est d'une intensité folle bien qu'il soit une simple conversation entre Tyrion Lannister, probablement mon personnage préféré de la série, et Oberyn Martell, lui aussi très charismatique et interprété par Pedro Pascal qui semble omniprésent sur la chaîne ces derniers temps avec The Last of Us. Cette conversation survient alors que Tyrion se voit accusé d'avoir assassiné le roi Joffrey par sa sœur Cersei et surtout son père Tywin. Tous deux organisent un semblant de procès dont l'issue est évidente et inévitable. Donc Tyrion, à la suite d'un monologue d'anthologie, refuse cette mascarade et demande un procès par combat. Et alors que son frère Jaime ne peut s'acquitter de la tâche, car devenu incompétent sans sa main droite, Tyrion n'a aucun champion pour défendre sa vie. Tyrion compte les heures avant sa mort dans son cachot jusqu'à ce qu'Oberyn se présente à lui pour une petite discussion informelle. Il commence par confirmer à Tyrion que sa sœur veut sa mort, et il poursuit en lui racontant la première fois que Cersei avait condamné Tyrion. Alors, jeunes enfants, Oberyn et sa sœur Elia accompagnaient leur père à Castral Rock pour une visite diplomatique, et ils ont entendu nombre de rumeurs sur le démon qui venait de naître dans la maison Lannister. Et quelle fut leur déception alors que, enfin, Cersei les a menés à la chambre d'enfant de Tyrion. Cet enfant n'était en rien un monstre, seulement un bébé quelque peu difforme, mais rien d'alarmant ou de choquant ici. Déjà, jusqu'ici, cette séquence nous montre surtout que les Dorniens, et donc leurs princes, ont une vision bien différente et plus progressiste, plus humaine de ce que peut être le handicap ou autre. Puis Oberyn poursuit en rapportant les mots et le geste violent de Cersei contre Tyrion alors que celui-ci fond en larmes. Cersei, après avoir pincé douloureusement son petit kiki, avait annoncé qu'il était un meurtrier qui a tué leur mère et qu'il mourra bientôt. Alors déjà, connasse Cersei. Le pauvre n'a jamais voulu tuer sa mère, et encore moins être tenu pour responsable. Mais surtout, il apprend que sa sœur a toujours voulu sa mort. Et le moment qui me met les poils, évidemment, c'est ces derniers mots du prince de Dorne, alors qu'il annonce qu'il sera le champion pour le procès et qu'il affrontera la montagne. Un grand moment d'émotion, bouleversant, à chaque fois alors que Tyrion lui aussi craque et fond en larmes. Ce moment est une preuve de la majesté d'écriture des scénaristes et de l'auteur qui a rendu tout cela possible. Un moment épique sans aucune action, seulement une musique prenante qui accompagne à merveille ce moment de tension dans lequel le destin de Tyrion ne tient qu'à un fil. Qu'en pensez-vous? J'ai commencé en douceur, mais j'adore vraiment ce passage charnière dans la série. Dans la première saison, on suit principalement les actions de Ned Stark, meilleur ami et nouvelle main du roi. Il enquête notamment sur les circonstances de la mort de leur mentor, Lord Arryn, précédente main du roi. Dans son investigation, il apprend que celui-ci a été empoisonné après avoir découvert l'existence de l'enfant bâtard du roi, Gendry, et surtout après avoir découvert que les enfants de la reine ne sont pas du roi Baratheon. Et alors que Ned, dans sa grande noblesse, prévient la reine Cersei et s'associe à Baelish pour éviter un massacre, le roi meurt des suites d'un accident. Et quand Ned révèle cette vérité et tente de protéger le trône des Lannister, il est fait prisonnier et accusé de trahison. Et de mensonge bien sûr. Et tout se termine alors que le chef de la maison Stark est condamné à mort et se fait décapiter en place publique devant ses filles. A l'époque, ce passage avait complètement bouleversé la série pour le spectateur. Ceux qui, comme moi, suivaient cette nouvelle série de semaine en semaine s'étaient convaincus que Ned était l'un des personnages principaux, et sa mort ne faisait aucun sens. Je me rappelle même m'être demandé si c'était déjà la fin, s'il y aurait seulement une saison après ça. Heureusement, l'épisode suivant avait remis les pendules à l'heure, mais tout de même un grand moment d'incompréhension à cet instant. Ned Stark, l'homme d'honneur, qui se fait décapiter dans l'avant-dernier épisode de la première saison. Comment ce personnage pouvait mourir si tôt? Et je me rappelle également de tous ces mèmes qui étaient apparus à l'époque, quand Sean Bean, ou plutôt un de ces personnages, mourait encore une fois dès le début d'une grande histoire de fantasy. Mais en réalité, cette mort était nécessaire afin de laisser la place à la nouvelle génération. Ses enfants ont hérité de sa volonté et de sa mission, libérer les 7 couronnes de l'influence malfaisante des Lannister. Et donc un moment sur lequel absolument tout le reste de la série s'est cristallisé, influençant le destin de ses enfants bien sûr, mais aussi des frères du roi, ainsi que de Daenerys que seul Ned Stark souhaitait épargner. Suite à son évasion du Donjon Rouge auprès de Littlefinger pendant le mariage de Joffrey Lannister, Sansa rejoint les Zériers avec Baelish.
Toutefois, afin de protéger sa vie et surtout celle de son sauveur, elle cache sa vraie identité et se fait passer pour sa nièce, Simplette. Pour cela, elle s'est notamment teint les cheveux en noir, sa magnifique chevelure rousse aurait assurément trahi son vrai nom. Et alors que Peter Baelish se marie avec Lady Arryn et qu'il finit par la balancer par la porte de la Lune, une enquête est menée afin d'en déterminer les véritables circonstances. Les nobles du Val ne faisant pas confiance à Lord Baelish, ils décident d'interroger l'autre témoin de la scène, qui n'est autre que Sansa. Et alors que l'interrogatoire soulève un peu trop de questions auxquelles il est difficile de répondre après les nombreux mensonges de Littlefinger, Sansa décide de révéler la vérité sur son identité et une vérité sur la mort de sa tante, dépressive et éperdument amoureuse de son nouveau mari. Elle parle également du baiser de Peter, laissant le stress monter chez son mentor, mais elle désamorce immédiatement la chose et sauve les fesses de Baelish. Le choix qu'elle fait alors est de soutenir l'homme qui l'a sauvée et qu'elle croit encore être son ami. D'ailleurs, le regard qu'ils s'échangent à ce moment est très lourd de sens, elle devient sa complice. Et plus tard, Sansa réapparaît sous sa véritable identité, et elle porte une robe noire à plumes superbe et confectionnée par ses soins, le tout sous le regard avide et approbateur de Littlefinger. Après avoir caché qui elle était pendant des mois, elle réapparaît donc en tant que Sansa Stark, fille de Ned Stark, mais plus avec les attributs de sa famille, le loup des Stark. Cette fois, elle a choisi d'arborer l'iconographie de Littlefinger et son oiseau moqueur. Cela confirme d'abord que Sansa n'est plus le petit oiseau qu'elle était, surnom dont l'avait affublé Clegane, mais un oiseau messager du changement et de vengeance. Cela fait notamment écho à la fin, alors que toute sa fratrie est éparpillée aux quatre coins du monde. Jon au nord du mur, Bran dans le sud sur le trône et Arya qui part vers l'ouest. Sansa, elle, a gagné le jeu des trônes en accédant au titre de reine du nord. Alors qu'elle a arraché son royaume et son peuple à l'influence et l'autorité du roi du sud, qui est pourtant l'un des siens, et cela n'aurait aucun sens à moins que cela ne soit son plan depuis le début. La petite fille a bien appris sa leçon auprès de Lord Baelish. Jon est devenu l'un des plus jeunes lords commandants de la garde de nuit. Après avoir remporté la bataille perdue d'avance contre le roi d'au-delà du mur et ce avec l'aide de Stannis, il décide de gracier et de permettre à tous les sauvageons de traverser la frontière nord des 7 royaumes. Il part donc en compagnie de son futur ami Tormund et quelques autres sur les navires Baratheon pour Durlieu où l'armée du peuple libre stationne. Son objectif est de sauver des vies et surtout d'éviter que ces quelques 80 000 individus ne rejoignent l'armée des morts. Au terme de son voyage, il n'est pas très bien accueilli par ses ennemis, mais après quelques conversations polies, il finit par convaincre certains clans, et le dernier représentant de la race des géants, de le suivre en mer puis vers le sud. Et alors que tout le monde se prépare à embarquer, les marcheurs blancs arrivent avec leur armée et déciment complètement le peuple libre. Pendant cette bataille qui n'a pour but que de retarder l'avancée des morts afin de permettre à ceux qui le peuvent de rejoindre les navires, Jon se retrouve face à un des marcheurs blancs. Assisté du roi des Tenn, ils se font d'abord latter les fesses et le Tenn meurt. Puis Jon finit par brandir Grand-Griffe, son épée en acier valyrien, et élimine le marcheur. Et alors que le roi de la nuit assiste à ce combat, il envoie toutes ses forces dans la bataille, repoussant les vivants désespérés vers les navires et tuant tous les traînards. Puis Jon fuit sur son nouveau radeau en sécurité vers ses navires et le sud, et il échange un très long regard lourd de sens avec le roi de la nuit. Et c'est à cet instant que ce dernier réveille les morts pour qu'il rejoigne son armée. Et ce dans un geste magistral, en levant les bras, tel un double doigt d'honneur à l'encontre de son ennemi naturel, le fils de la glace et du feu. Ce moment est grandiose, déjà en tant que spectacle car cette armée qui se relève est bien flippante à souhait, mais surtout car cette première vraie apparition du roi de la nuit coïncide avec sa première rencontre avec Jon. Et d'autant plus car cette première apparition du roi de la nuit et de ses pouvoirs se fait dans un grand moment de défaite pour Jon et pour l'humanité. Le plan de Jon était d'éviter exactement ce qui est en train d'arriver sous ses yeux, et cela annonce bien sûr une sacrée bataille pour l'avenir. C'est aussi à ce moment que les spectateurs qui ne l'avaient pas encore compris découvrent, comme Jon et ses compagnons de voyage, que la seule vraie menace en ce monde est celle qu'ils ont sous les yeux. Alors devenue reine de Meereen, Daenerys accepte le retour des arènes de combat dans sa ville afin de satisfaire son peuple au bord de la révolte. Et en plein pendant ceci, justement, les fils de la Harpie apparaissent au grand jour et tentent de l'assassiner. Mais alors qu'elle est acculée, Drogon fait son apparition et l'emmène au loin. Et quand on la retrouve en plein cœur du territoire des Dothraki, elle se fait capturer par un grand Khalasar. Très intelligente, elle ne révèle pas sa compréhension de leur langage, ce qui amène à de charmantes conversations entre certains cavaliers, jusqu'à ce qu'elle soit amenée devant leur Khal et que celui-ci prend la décision de la mener à Vesdotrak, où elle était censée résider depuis la mort de Drogo à la fin de la première saison. Et c'est lors du conseil des Khal que doit se décider son destin. Va-t-elle résider au Dosh Khalin où est sa place, ou sera-t-elle punie pour avoir poursuivi son voyage ? Et c'est là qu'on a eu droit à l'un des plus beaux moments de féminisme de la série. Face à tous ces mâles qui sont la définition même de toxique, elle leur fait un excellent discours sur leur petitesse et les limites de leur pouvoir comme de leur destin. Et elle finit par les condamner à mort quand ils ricanent et la menacent de sévices. Donc, en grande Khaleesi du 21e siècle, elle élimine toute cette bande de débiles testostéronés par le feu. Elle pose d'abord ses mains sur les braseros brûlants et dans un geste magnifique, elle les renverse sur eux, embrasant tout le Dosh Khalin dont les portes ont été bloquées par Jorah et Daario. Et vient ensuite le clou du spectacle, quand les portes tombent rongées par les flammes et que la reine des dragons sort, indemne et nue, sous le regard de tous les Dothraki et esclaves réunis pour assister à l'incendie.
Cette scène est probablement l'une de mes préférées dans la série. Entre la mise en scène et la musique, c'est un véritable moment légendaire pour l'histoire de la télévision. Et ce final, quand elle est sortie et se tient devant le Doge Kaliin en flammes, tous les Khalasar se prosternent devant elle dans une explosion musicale. La déesse des flammes, la Khaleesi des Khaleesi, la reine des reines. Ce moment, en plus d'être un grand moment de féminisme, bien plus efficace que ce que la vague woke nous a offert depuis des années, mais surtout cet instant marque l'apogée de Daenerys. Elle est alors au sommet de sa puissance. Elle est enfin prête pour son grand retour à Westeros. Je passe maintenant à une scène qui, j'en suis sûr, vous a tous fait vibrer vous aussi. À la fin de la saison 6, alors que Cersei est acculée par la foi militante et son grand moineau qu'elle a elle-même armé et mis au pouvoir, son stratagème s'est retourné contre elle, et après quelques temps passés dans une cellule froide du septuaire où elle a subi les sévices de Septa Unella, et qu'elle ait dû faire sa marche de la honte avec le légendaire Shame. Donc, après tout ça, Cersei est consignée au palais, alors que son fils se fait de plus en plus embrigader par la foi, au travers notamment de sa femme Marjorie. Et alors que vient le jour de son procès et celui de Sir Loras, elle refuse de se rendre au septuaire, et dans un moment épiquement épique, à la musique exceptionnelle de Ramin Djawadi, elle fait péter le bâtiment religieux à l'aide d'une quantité astronomique de feux grégeois. Donc le septuaire disparaît dans un grand boom. La ville en prend un coup, mais surtout c'est la noblesse de Port-Réal qui finit en cendres, laissant Cersei seule au pouvoir. Et je n'ai même pas besoin de parler de ce qui suit avec le saut de l'ange du petit roi Tommen, car cette scène avec Cersei se suffit à elle-même. En effet, elle contemple son carnage en sirotant son petit verre de vin, et avec un sourire qui en dit long. Autant sur le travail d'actrice de Lena Headey, mais aussi sur la folie intérieure de son personnage quand Jaime n'est pas auprès d'elle pour tempérer ses ardeurs. Et là encore, c'est le moment pour le spectateur d'admirer la menace que devient Cersei, autant pour ses ennemis que pour tout le peuple de Westeros. Avant de continuer, voici quelques mentions honorables de ce best-of. Longtemps après la trahison de Lord Frey pendant les Noces Pourpres, celui-ci se réjouit de sa victoire et de son règne sur le Conflant. Mais il ignore que la louve sans visage est de retour à Westeros pour venger sa famille et bien décidée à rayer les noms de sa liste un à un. Elle prend alors l'apparence d'une des servantes de Frey et lui sert une délicieuse tourte à la viande. Vous connaissez tous ce passage donc je ne vais pas trop détailler pour éviter les haulkers, mais le vieil homme lâche et vicieux mange ses deux fils aînés qui ont fini dans la dite tourte. Avant qu'Arya ne révèle son vrai visage et achève le vieil homme avec ce regard de psychopathe devenu légendaire qui conclut la saison 6. Cette séquence est à la fois un magnifique rappel de l'histoire du Rakok qui nous avait été conté par Bran, ainsi que du côté psychopathe de la jeune Arya. C'est un moment fort qui marque son retour à Westeros et symbolise toute la vengeance de la famille Stark. Prenez-vous-en à un membre de la meute et vous finirez dévoré par les loups. Ce moment conclut aussi une saison, la 5e, et nous laisse sur un cliffhanger de malade. Jon, trompé par ses hommes, est assassiné froidement par ceux d'entre eux qui ne comprennent pas ses décisions et refusent toute alliance avec les sauvageons qu'ils ont passé leur vie à combattre. Toute la communauté des fans était en émoi après ça, et tentait de trouver le moindre indice prouvant qu'il n'en était rien. Car le personnage de Jon lui aussi s'était imposé comme un pilier de la série, et un peu comme pour son père, sa mort n'avait aucun sens. Surtout qu'il était le seul personnage à vraiment connaître et s'inquiéter du vrai danger au nord. Cette trahison de ces hommes de la garde de nuit faisant suite pourtant à un grand moment d'humanisme et de stratégie de la part du jeune Lord Commandant, représentait une injustice pour nous spectateurs et nous a tous fait sauter de nos sièges et autres canapés. La vision du futur de Daenerys dans l'hôtel des non-mourants à la fin de la saison 2. Alors qu'elle cherche ses enfants qu'on lui a enlevés, elle se retrouve enfermée dans la tour où les conjurateurs lui montrent des visions pour briser sa détermination. Et elle ne comprend pas réellement ce qu'elle voit, et nous non plus à cet instant, car ce sont bien des cendres et non de la neige qui tombent sur les ruines de la salle du trône. Foreshadowing du carnage qu'elle va provoquer à Port-Réal à la fin de la série. Un moment visuellement très fort et qui prend toute son importance avec du recul une fois la série achevée. Ce passage dont je vais vous parler ici est légendaire de par le fait qu'il cristallise tout ce qui ne va pas dans la fin de la saison 8 et donc de la série. La rencontre sur les remparts entre le camp de Daenerys et celui de Cersei. Après sa grande victoire dans la bataille de Winterfell, l'armée de Daenerys repart vers le sud à pied guidée par Jon. Et de son côté, Dany rentre à Pendragon en bateau, accompagné de sa garde dirigée par Vergris, de Tyrion et de Missandei, ainsi que de ses dragons, Rhaegal et Drogon. Mais dans toute sa fourberie, Euron Greyjoy leur tend une embuscade à l'entrée du détroit menant à la capitale et tue Rhaegal, le plus frêle de ses dragons qui ne s'était pas encore remis de son combat dans le nord. De plus, Euron détruit leur flotte à l'aide de tous ces nouveaux scorpions, sorte d'arbalètes géantes conçues pour les dragons. Et au terme de cette bataille qui tient plus lieu d'extermination, Missandei a disparu, emmené par le Kraken. Suite à cela, Daenerys se rend à Port-Réal avant l'arrivée de son armée pour négocier la reddition de Cersei et la libération de Missandei, son amie et confidente. Et c'est lors d'un interminable dialogue de sourds entre les deux mains des deux reines, Tyrion et Qyburn, que la situation finit par empirer. Tyrion, se heurtant à un mur, décide de s'adresser directement à sa sœur, qui elle n'en a rien à faire, elle se retient même de le faire tuer sur le champ. Et quand Cersei se rend finalement compte que les pourparlers ne mènent à rien, car elle est loin d'être en position de force, elle ordonne la décapitation de Missandei de la main de la montagne. Et là, alors qu'elle a le droit de prononcer quelques derniers mots, elle décide de balancer un Dracarys sorti de nulle part, et un peu bidon soyons honnêtes.
Encore aujourd'hui, après 45 000 visionnages, je m'attends toujours à l'entendre dire Valar Morghulis. Tous les hommes doivent mourir, ce qui lui ressemblerait bien plus, et qui aussi ferait un lien avec la conversation qu'elle a eue avec sa reine bien plus tôt. Quand Dany lui avait répondu que oui, certes tous les hommes doivent mourir, mais elles sont des femmes. Girl power puissance 1000. Mais non. Elle balance son Dracarys comme un message, une volonté de destruction totale des ennemis de sa reine. Ce qui sera probablement l'une des causes de la folie meurtrière de Daenerys à la fin, et qui fait surtout écho aux nombreuses conversations qu'elle a eues avec Vergris, son amant, quand il disait qu'il n'avait rien à faire dans ce pays, où les gens ne les aiment pas. Donc Missandei fait ici preuve de mesquinerie et d'un esprit revanchard contre ce peuple qui les rejette, elle et sa reine. Alors que depuis des années, on nous l'a présentée comme une jeune femme foncièrement humaine et pleine de compassion. Que ce soit envers les esclaves que sa reine avait libérés, mais également parfois envers ses ennemis. Certes, son séjour en captivité a dû raviver de vieux traumas, mais la Missandei que l'on retrouve sur les remparts est bien plus cruelle et moins intelligente que ce à quoi elle nous avait habitués. Mais bon, comme dit plus tôt, cette fin de saison était une insulte à tous les fans, et ce moment n'en est que la première. Enfin, vous l'attendiez tous évidemment, ce moment incroyable par tant de points quand Arya tue le roi de la nuit. Et je ne vous ferai pas l'affront de revenir sur son sens pour l'histoire, mais je vais plutôt m'attarder sur la mise en scène qui entoure ce coup final à la grande guerre contre les marcheurs blancs. Alors que la bataille fait rage et que tous les protagonistes sont occupés de leur côté face aux hordes de morts, même Jon Snow est coincé face à Viserion et ne pourra être là à temps pour sauver son frère. Après le sacrifice de Théon et les mots de compassion que Bran a eu pour lui, tout semble perdu. Et c'est alors qu'Arya fait son grand retour dans l'épisode pour mettre fin à l'existence du roi de la nuit, dans un geste légendaire là aussi. Et c'est le côté inattendu de ce dénouement qui m'a toujours énormément galvanisé dans cet épisode, car Arya, blessée et acculée dans le château de Winterfell, voit d'abord un de ses vieux ennemis se sacrifier pour elle. Puis elle tombe sur Mélisandre qu'elle avait aussi juré de tuer. Mais celle-ci lui répète des mots qu'elle avait prononcés bien plus tôt dans la série, qu'elle fermerait des yeux bruns, verts et bleus. Et tout à coup cela fait tilt dans son esprit, et la jeune Stark disparaît. Elle disparaît surtout de l'épisode pendant plus de 30 minutes avant de réapparaître tel un ange vengeur et providentiel au dernier moment. Et c'est du grand talent d'écriture à ce niveau-là, on avait presque oublié son existence quand elle fait son comeback, énorme. Et en plus elle fait cela avec la dague qui avait failli coûter la vie à son frère au tout début de la série. Ainsi la boucle est bouclée, cette arme en acier valyrien qui avait provoqué la guerre des 5 rois et a failli tuer la future Corneille à 3 yeux, sert finalement à le sauver et à éradiquer le plus grand mal qu'il existait à Westeros. Et même si ce n'est pas le dernier mal que les héros auront à affronter dans cette série, car le dernier ennemi du peuple de Westeros n'aura pas été ce grand adversaire mais un de ses héros, la reine Daenerys, dont le destin était finalement accompli si l'on se fie à la vision d'Aegon, découverte récemment dans House of the Dragon et gravée sur cette même dague. Voilà, un petit best-of des meilleurs moments de la série Game of Thrones, sélectionnés pour leur impact sur le récit et notre perception de spectateur. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que cela vous a plu. Pensez bien sûr à me donner votre sélection en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et pourquoi pas en faire une prochaine vidéo, avec un biais différent à l'avenir. Je suis très heureux d'avoir enfin pu trouver le temps de reparler de cette série légendaire sur la chaîne, et j'ai hâte de remettre ça. Donc pensez à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Game of Throniennes sur Anaka Land. Bye.